Bonus. Trax. Troisième et dernière vidéo sur les thèmes de cette nouvelle édition du festival Court-Métrange. Cette fois-ci, on va parler possession démoniaque, encore une fois avec l'équipe Spoilers, avec Briac et Guillaume qui sont là pour nous parler de séries télé. Comme on vous l'a déjà dit, on va parler principalement de séries. On va évoquer des films, ne vous inquiétez pas, et même plus que ça, j'imagine, avec en compagnie de l'équipe de Court-Métrange avec Cyrielle et Steven. On va peut-être s'éloigner un petit peu du côté enfer, flamme, corne sur le front, etc., puisque on va pouvoir parler de fantômes et toutes sortes de choses. Donc, possession démoniaque, à mon sens, c'est quand même des trois, c'est peut-être le plus large en fait, parce que possession, ça peut aller chercher vers des choses qui peuvent être très concrètes, addiction, etc., etc., et dans le fantastique complet. Donc on comprend assez bien pourquoi est-ce que vous l'avez ajouté en dernière position des thèmes de cette 17e édition. Et quand je parle justement de type de possession et de fantômes, moi je pense à la série que tu as choisie, Cyrielle, qui est The Haunting of Hill House, que je n'ai pas vu en entier. Cyrielle n'est pas contente que je n'ai pas vu en entier cette série. Tu n'as pas vu cette saison parce qu'il y a deux, voilà, comme tu dis, c'est une série d'anthologie. Tu aurais pu aller au bout de la première quand même. Hein. Alors, Cyrielle, j'ai sincèrement voulu la regarder et c'est la même raison pour laquelle je n'ai pas regardé American Horror Story. Parce que j'ai peur, Cyrielle. J'ai très très peur. C'est la vérité. Exemple, Briac ici présent m'a indiqué dans cette série, un des trucs qui m'a vraiment donné envie de la voir, c'est que, c'est pas un spoil j'imagine, mais dans chaque épisode sont cachées des entités. Voilà, dans le décor, que vous pouvez passer complètement à côté. Et moi, de savoir ça, a fait que j'ai regardé la série et j'étais très enthousiaste à l'idée de trouver donc ça peut être un visage derrière une fenêtre dans un coin, c'est des choses qui ne sont pas là pour voilà, c'est pas des choses indispensables à la série. Et j'ai dû voir 4 épisodes. Voilà, à chaque fois que je l'ai trouvé, en fait, j'étais pas du tout content parce que j'étais comme ça dans l'écran. Là, je le trouve, peur de ma vie, arrêt cardiaque. Voilà, ça a été un petit peu compliqué à regarder tout seul, donc malheureusement j'ai été assez faible, j'en suis désolé, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre beaucoup de qualités que peut avoir cette série, parce que ce Haunting of Hill House, tu vas le développer j'imagine, mais parle d'une famille qui est dans une maison, et dans cette maison il se passe des choses terribles de type fantomatique, de type horrifique. C'est pas forcément la chose la plus originale qu'on peut voir. Alors peut-être en série, j'en sais rien, mais des centaines, des milliers de films explorent ce thème-là, et Haunting of Hill House arrive à tirer quand même son épingle du jeu. Ouais, bien sûr, The Haunting of the Hill House. Donc, comme tu es complètement pardonné d'avoir les jetons dans cette série. C'est une série qui arrive, je pense, à merveille à foutre les jetons et que du coup qui remplit relativement bien son pari, même si évidemment le propos principal de cette série n'est pas du tout de simplement être effrayante, mais l'univers est très dur. Hein. L'univers est vraiment très dur. Mais je laisserai aussi la parole à Steven sur cette série. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle présentait un immense avantage, cette série, c'est qu'elle compresse, elle contient, elle rassemble quasiment la thématique du diable, des enfers et de la possession démoniaque. Voilà. Donc, elle présente énormément. La série ultime pour Court-Métrange, finalement. En quelque sorte, oui. Pour cette année, ouais. Donc, cette série est créée et réalisée en grande partie par Mike Flanagan, à qui on doit de façon très récente la suite de Shining, donc Dr. Sleep. Évidemment, il y a un parallèle évident à faire avec Shining, mais je reviendrai sur cette question. Comme il y a un parallèle évident à faire avec La Maison du Diable de Robert Wise, mais là, je laisserai Steven s'exprimer sur cette question, puisque The Haunting of the Hill House est à l'origine une œuvre littéraire anglaise qui s'appelle The Hill House, je crois tout simplement, qui du coup a donné l'adaptation cinématographique La Maison du Diable et qui là très récemment a donné cette superbe, et j'insiste sur ce terme, superbe série qui est directement une adaptation du livre. The Haunting of the Hill House est un montage parallèle qui raconte l'histoire de 3 sœurs et 2 frères entre leur vie actuellement et leur enfance dans cette fameuse maison donc qui s'appelle les Crane.
je crois. Oui, ça doit être ça. Je l'ai pas revu récemment, hein, mais je l'ai tellement dévoré cette série que c'est encore relativement bien ancré dans ma tête. Donc la famille s'installe dans une nouvelle maison, le but étant de la retaper puis de la revendre. Et la fratrie va commencer à entretenir une relation diabolique avec cette maison, où l'on découvre au fur et à mesure de ce fameux montage parallèle, on découvre cette relation diabolique que les personnages entretiennent avec la maison au fur et à mesure entre leur enfance et leur vie actuelle. Le montage et le rythme de cette série est particulièrement intéressant pour ça, c'est-à-dire que, comme ça s'est déjà vu évidemment, la série commence un peu avec sa fin, et on va revenir sur pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, et justement développer tout un panel de personnages très forts, en comprenant et leur enfance dans cette maison, et qui y sont à l'heure actuelle. Donc là, on est vraiment, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Shining, on est vraiment dans un lieu qui est possédé par une source, une énergie diabolique. Il n'y aura jamais aucune explication sur pourquoi, pour qui, comment. Quelques bribes d'explications quand même qui vont finir par nous être données à la fin de la saison, mais peu importe, c'est pas tellement l'intérêt. Mais en tout cas, il y a des manifestations surnaturelles et horrifiques, effectivement, qui se mettent en place sur chacun des enfants, et surtout stylisées et personnalisées en fonction de la personnalité de chacun des enfants, ce qui va les poursuivre durant toute leur vie d'adultes, jusqu'à ce qu'ils finissent par revenir dans cette maison pour entre guillemets s'exorciser. Ce qu'ils n'arriveront pas très bien à faire par ailleurs. La maison les attire systématiquement, vient les chercher dans leur vie d'adultes, essaye de les dévorer. Et c'est d'ailleurs le nœud un peu apparent de l'intrigue principale, puisque Neil, la cadette, revient dans cette maison, et c'est pas un divulgachage extrême, puisque si je dis pas de bêtises, on le découvre au premier épisode, elle s'y suicide. Et la saison va dérouler l'histoire, va raconter pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça, qu'est-ce qui s'est passé pour cette famille dans cette maison. Et chacun des personnages se retrouve au premier épisode à l'enterrement de Neil. Et à partir de là, va se dérouler tout le film narratif. Donc évidemment Shining, puisque là on est vraiment, quand on parle de possession démoniaque, souvent on pense à la possession d'un être humain, d'un corps, d'un individu. Or là, on est vraiment c'est un lieu qui est possédé, et qui est possédé avec une forme d'intelligence relationnelle, puisqu'elle met en place et elle développe une relation, un processus d'identification avec chacun des personnages, de la même façon que chacun des personnages développe un processus d'identification à la maison, et se met à vivre, à expérimenter des incarnations et des représentations du mal. Donc ce lieu qui est possédé et non des individus, parce qu'encore une fois, les individus alors évidemment ça se discute, mais je pense vraiment que c'est pas le motif principal de cette série, ne sont pas possédés tel qu'on peut l'imaginer, tel que l'Exorciste l'a présenté par exemple. Ils sont en relation avec ce lieu qui est possédé. Shining, du coup, évidemment, c'est pour ça que c'est assez rigolo que Mike Flanagan soit parti sur Dr. Sleep après, c'est-à-dire que si l'archétype du long métrage du lieu possédé est à mon avis bien Shining. Mais évidemment la maison du diable de Robert Wise, dont Steven va nous dire un mot je pense, puisque la série et le film travaillent la même thématique. Oui, tout à fait. Alors, disons que la série en elle-même, elle va offrir, par le truchement de Flanagan, qui ne va pas se contenter d'être un simple showrunner, va connaître une ampleur, il va apporter une ampleur au récit originel tout à fait bouleversante et tout à fait vertigineuse. Le film de Robert Wise de 1963, lui, s'était attaché à une adaptation relativement littérale des événements. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont Mike Flanagan va continuellement citer l'œuvre d'origine avec beaucoup de respect, tout en faisant la démonstration d'une créativité bouleversante, en fait. Il va créer des personnages, et il va aussi travailler dans un espèce d'entrelacement quasi permanent entre le drame pur, entre la dimension psychologique d'un récit, et il va réussir à conjuguer tout ça avec comme toile de fond un récit horrifique, mais qui vous colle littéralement les pétoches. Et véritablement. Et c'est ce qui vraiment distingue cette série-là de toutes les autres.
Parce que tout à l'heure, on faisait une allusion avec Penny Dreadful à la dimension poignante et mélancolique que cette série pouvait avoir. Là, en l'occurrence, on va parler de tristesse. Mais une tristesse évidemment ludique, une tristesse récréative qu'on va prendre plaisir à goûter, hein, ça c'est absolument évident. C'est l'aventure d'un traumatisme familial en fait qu'il va refabriquer, c'est l'aventure du traumatisme d'une fratrie, c'est la manière dont ces êtres vont réussir à se reconstruire en tant qu'adultes après l'expérience de la mort de la mère, de leur mère, qui était une figure hiératique très importante. Et comment ils vont parvenir à se reconstruire et effectivement à exorciser une part du problème qu'ils portent avec eux. Parce qu'en plus, l'expérience de la mort de la mère, dans des conditions absolument épouvantables, cette expérience-là est très imprécise. Il y a une amnésie qui les a frappés et qui va les empêcher, qui va les neutraliser, les entraver dans leur développement, dans leur épanouissement, mais ils ne vont jamais parvenir à mettre le doigt dessus, sinon évidemment dans les derniers épisodes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, chacun des membres de la famille, de la fratrie, va se retrouver avec son propre fantôme, sa propre créature démoniaque qui va l'escorter, et on va avoir un épisode qui va correspondre à chaque point de vue des personnages sur ce qui s'est produit avant. Et ça, il y a en plus une élégance de réalisation qui est absolument remarquable, sans qu'effectivement Flanagan révolutionne le principe cinématographique ou télévisuel, mais oui, effectivement, une sorte de conscience qui est apportée dans le travail qu'il apporte au niveau de la photographie, au niveau du travail de la musique, du travail sonore, de la direction des acteurs, parce que chacun des personnages est véritablement en place. Vraiment, à aucun moment, on ne les trouve pas crédibles. Et on arrive en plus à voir les jetons. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est notable. Parce que Dieu sait si on en consomme de l'horreur, nous, du côté de court-métrage en tout cas, de l'horrifique. Et là, en l'occurrence, là, ça marche. Et il y a une empathie absolument fabuleuse qui s'organise, qui se crée entre le spectateur et chacun de ces personnages-là. C'est une série qui prend du temps. C'est un temps dont avait besoin Flanagan de toute façon, parce qu'avant il était un réalisateur qui était un bon faiseur, un bon exécutant. Il s'était déjà distingué d'ailleurs à travers une adaptation de Stephen King qui était Jesse, et il s'en était tiré avec de grands honneurs, parce que c'était très difficilement adaptable, il fallait bien le dire. Mais là, il a donné vraiment une fabuleuse dimension à ce récit, et c'est quelque chose de passionnant, en fait, du premier au dernier épisode. Alors, comme c'est une série qui prend du temps, elle n'a pas toujours recueilli les faveurs du public. On a vu des critiques, notamment sur le net, de gens qui disaient « Oh, c'est trop lent, que se passe-t-il ?» Je ne vous fais pas de commentaires et sur le cas que je fais de ce genre de spectateur qui a besoin de regarder, de consommer principalement du shortcom entre BFM TV et la météo, si vous voulez, ça c'est pas pour moi. Là, on a affaire à un réalisateur qui est plein de son sujet, qui parvient en plus à inonder le spectateur d'une foultitude de sentiments relativement variés. Et il y a une résolution fabuleuse, hein, bien entendu. Je ne sais pas si on doit la taire, je ne sais pas si on doit en parler. Le parallèle avec Stephen King s'établit aussi à travers une fameuse chambre rouge, une Red Room, qui ne va pas s'en rappeler, bien entendu, le Red Room de Shining. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Stephen King va adouber littéralement Mike Flanagan et va lui baiser les pieds et l'inviter à adapter au cinéma Dr. Sleep. Et en plus, il réussit le pari. Je ne sais pas si j'en ai dit beaucoup, pas assez. C'était très bien. Il y avait une critique sociale en plus au passage. C'était brillant, magnifique. Mais c'est vrai. Et comme j'ai dit, moi, j'ai pas vu toute la saison, mais tout ce que vous expliquez, je l'ai vu. Pour le coup, le fait que cette possession vient lier les personnages les uns avec les autres, et chacun va va ressentir cette possession de manière différente. Moi, je sais qu'il y a un personnage qui m'a beaucoup touché. Son nom m'échappe, mais c'est le petit frère. Qu'on découvre petit et qui développe malheureusement des addictions, et bon, pas dire en trop, mais c'est pas nécessaire, Luc, mais qui... Je crois, c'est Luc. Luc, ouais, c'est ça, et qui est très très touchant en fait, qui est très touchant parce que on le sent subir tout ça. Je ne sais du coup pas ce qui lui arrive par la suite, mais j'ai effectivement pu voir tout ça. Les gars, la team spoiler, c'est ce que le reste de la team a vu Hill House? J'ai beaucoup aimé, moi aussi. Ouais. J'ai pas grand chose à rajouter sur la thématique, hein, ce qui a été dit, puis moi c'est un petit peu lointain, j'ai pas revu depuis la sortie.
Bah, mais 2018, moi, ça me paraissait plus récent, tu vois, mine de rien, parce Ouais. que je l'ai vu plus tard. Mais, Moi, la seconde saison était déjà sortie. pour aller totalement au sens de ce que disait Steven, c'est que alors moi j'étais pas forcément plus fan de la mise en scène que ça ou de la manière de gérer Fantôme, même si ça fonctionne bien. Par contre, effectivement, là où il a vraiment réussi son pari, c'est d'exploiter le format série pour décupler l'émotion, parce que tu te dis bon bah ce qu'on peut faire dans une série qu'on peut pas faire dans un film, c'est d'accompagner ces personnages sur le long terme, et je pense que ça a rajouté quelque chose là vraiment au récit de Maison hantée, de connaître vraiment la vie de ces différents personnages. Et en particulier il y a un épisode moi où il y a les enjeux émotionnels et horrifiques qui se rejoignent, donc je vais pas le spoiler, mais ceux qui ont vu comprendront, c'est celui sur la Bent Neck Lady, où on comprend d'où vient ce fantôme en particulier, et qui nous fait complètement voir différemment tout le parcours de vie, justement, d'un personnage, et qui allie vraiment les deux, quoi. Il y a une tragédie qui se joue, et qui fait se lier les enjeux émotionnels et horrifiques, et c'est assez génial, et c'est vraiment, moi, c'est mon épisode préféré de la série. Ouais, il est complètement fascinant. Pour les francophones, c'est la dame au cou tordu. Qui effectivement implique une dimension, donc c'est pareil, pas l'idée comme c'est une série assez récente, bien qu'elle ait une deuxième saison maintenant, mais essayez de pas de creuser dans le détail, mais ça montre l'omniprésence, l'omniscience de ce schéma de possession là, qu'on retrouve aussi un peu dans Shining, hein, mais c'est-à-dire qu'il s'affranchit complètement du temps, c'est-à-dire que on a une déconstruction temporelle totale. La question de l'obsession, de la possession de cette maison n'a rien à voir avec un fil d'histoire de ils sont petits, ils grandissent, ils sont possédés. Ça va beaucoup plus loin et ça vient déstructurer tout ça. Et là où effectivement la série est quand même très fascinante en dehors de foutre les jetons. Effectivement, moi il y a eu des soirs où j'étais pas fière, mais je suis un peu habituée, c'est passé. C'est pas moi. Non, mais c'est vrai que comme Steven le disait, en plus de faire frissonner, elle est profondément triste aussi. Pas simplement sur l'histoire qui est triste, c'est effectivement la façon dont le sujet est traité et en permanence nourri par une forme de tristesse latente, comme ça, de mélancolie et de tristesse. Et tous les personnages ont un lien à la mort qui est évidemment extrêmement fort. Et c'est distillé dans les récits, c'est des clins d'œil perpétuels sur la place omniprésente de la mort dans la vie. J'enfonce une porte ouverte encore, mais qu'il aille raconter, qu'il aille décrit, qu'il aille distillé de façon très intelligente dans la vie de chacun de ces personnages-là, sur des choses aussi simples que la sœur aînée et croque-mort. Voilà, on n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin que ça, mais en fait, ces clins d'œil sont perpétuels dans la série pour réussir à construire une forme d'architecture un peu universelle de notre rapport à la mort et de ce que ça fait de nous en tant qu'êtres humains. Et là où la série est complètement fascinante, et Briac, je te rejoins, et Steven aussi évidemment, que cette série a besoin de temps, parce que le vrai enjeu de cette série est bien entendu l'évolution psychologique. C'est-à-dire que là aussi on tombe sur presque un essai un peu universaliste ils ont vécu un drame. Là il s'avère que c'est une maison qui est possédée, mais ça peut être le drame de n'importe quel individu sur cette planète, et de voir le traitement, l'implication psychologique de ce drame d'enfance dans la construction fantasmée d'un personnage fictif. J'ai mis beaucoup d'adjectifs dans cette phrase, mais non, mais c'était très clair, voilà. Ouais. Donc, et là, on a quelque chose de très fort et de très beau, avec évidemment plein, encore une fois, de motifs assez universels, l'addiction, le déni, le scepticisme. Tous les personnages sont plus ou moins sceptiques à un moment, refusent, essayent de rationaliser cette expérience-là. Ils y arrivent parfois, etc. C'est une richesse d'écriture assez impressionnante. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Et on a un motif de possession qui est particulièrement intéressant parce que il est très vite dépassé. La maison est un personnage, comme ça l'est, bien entendu, les lieux sont très souvent des personnages, mais la maison est un personnage très fort. Et en fait, très vite, elle devient prétexte à développer tellement plus de choses, tout en gardant la beauté et le soin de la réalisation et de sa place dans le récit, pour qu'elle reste un élément métaphoriquement très fort, mais visuellement superbe. Oui, la nature diabolique de la maison est d'ailleurs questionnée aussi, parce qu'elle n'est, somme toute, on peut aussi conclure qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle a des intentions troubles, étranges. Elle a cette capacité de faire voyager les personnages à travers le temps. Donc la structuration du récit, elle est vraiment à dessein, elle est pas gratuite.
On a une expérience du temps qui d'ailleurs va être rapportée par le personnage de Nell, qui va réapparaître un peu plus tard sous sa forme fantomatique et qui va exposer une fois pour toutes le fondement de tout ça. Le temps n'est pas continu, le temps n'est pas une succession de dominos qui s'écroulent les uns derrière les autres. En fait, on est environné, entouré par le temps, et c'est pour ça que le temps vient visiter les personnages quand ils sont enfants par le truchement de choses que je ne révélerai pas. Gardons un peu de mystère sur cette série. À mettre sur votre liste impérativement et à commenter avec nous à l'occasion si vous n'êtes pas d'accord sur le côté brillantissime de cette série, mais à mettre sur la liste en tout cas. Et je vais mettre sur la liste, la transition est parfaite puisque je vais avoir un problème avec la série qui arrive, dont on va parler, puisque c'est la série que je suis en train de regarder et la personne qui va nous en parler m'a prévenu que ça va spoiler sévère, voilà, comme on dit dans le milieu, et je n'ai pas du tout envie, donc je vais vivre la même expérience que certains et certaines spectatrices qui vont regarder nos vidéos aujourd'hui. Il s'agit de Twin Peaks. J'ai fait mon maximum pour regarder le maximum d'épisodes possibles. J'en ai vu beaucoup, mais je n'ai pas vu la saison 3 et Briac, c'est de toi que je parlais, tu m'as prévenu que tu allais spoiler en partie cette saison-là. Donc oui. il va s'y passer beaucoup de choses. Je ferai un signe de la main quand je t'indiquerai que je vais parler de la 3e saison, et ça servira aussi à nos spectateurs s'ils veulent éventuellement... Ou la fin de la 2, hein. Tu sais où j'en suis, tu sais où j'en suis rendu. Non, je ne vais pas toucher à la 2, enfin la fin de la 2, mais par contre la 3, oui. Je vais te révéler des choses. Donc si vous me voyez jeter comme ça d'un coup d'un seul mon casque, ne m'en tenez pas rigueur, puisque évidemment on pouvait pas parler possession démoniaque sans parler de Twin Peaks. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vu rapidement, que j'ai découvert rapidement dans cette série, et qui est vraiment est-ce qu'on pourrait dire que c'est le prisme par lequel tout le récit de Twin Peaks va venir s'articuler? On peut, justement, on va revenir là-dessus et voir comment c'est quelque chose qui a été un peu, le thème de la possession dans Twin Peaks a été un peu remis en cause, questionné à chacune des incarnations de la série, puisque c'est une série qui est à la fois une série qui est arrivée sur la chaîne ABC dans les années, entre 90 et 91. Ensuite, il y a eu un film en 92, et puis qui est revenu plus de 25 ans après sur Showtime. Et à chaque fois, on va revenir sur cette question de la possession et questionner ses précédentes incarnations. Donc, pour replacer Twin Peaks, pour ceux qui ne connaîtraient pas, créé par le scénariste Mark Frost et le cinéaste David Lynch. Et donc Twin Peaks, au départ, c'est l'histoire du meurtre d'une lycéenne dans une ville du nord-ouest des États-Unis, la ville de Twin Peaks. Et donc cette lycéenne, c'est Laura Palmer, qui est retrouvée assassinée sur les berges d'un lac. Et donc la série commence avec l'enquête sur la mort de Laura, qui est conduite par l'agent du FBI Dale Cooper. Et on va rapidement apprendre, en fait, le récit va peu à peu rentrer dans le surnaturel, et on va apprendre l'existence d'esprits capables de posséder des humains, et on va nous révéler, spoilers du coup pour ceux qui n'auraient pas vu Twin Peaks, je préviens, que Laura a été en fait tuée par son père Leland, qui la violait depuis ses 12 ans, et surtout qu'en fait Leland était possédé par un esprit démoniaque appelé Bob, et qui aurait donc guidé sa main. Alors la première chose intéressante, c'est que moi en tant que spectateur, c'est une de mes résolutions préférées d'une intrigue policière, parce que le problème d'une intrigue policière en général, c'est qu'à partir du moment où on vous révèle la fin du mystère, toute la fiction perd de son intérêt. Il y a un truc qui s'essouffle, toute la tension qu'elle générait disparaît. Or là, le côté génial de Twin Peaks, c'est qu'en dissipant ce mystère, ils vont en révéler un autre, qui est encore plus imposant et au cours duquel elle va peu à peu se reconfigurer. C'est l'existence de ces esprits et d'autres mondes dans lesquels ils transitent, qui vont devenir ensuite le moteur narratif principal de Twin Peaks sur sa 3e saison, etc. Mais c'est une révélation qui n'est pas sans conséquence au niveau éthique, au niveau des représentations, parce qu'en fait, elle va déresponsabiliser le tueur. On déresponsabilise Leland Palmer, on dit en fait, c'est parce qu'il était possédé, c'est pas sa faute à Leland. Et donc ça c'est quelque chose, je vous invite, j'en parle un petit peu, mais à lire par exemple ce qu'a pu écrire Sarah Hatchwell là-dessus, entre autres. Et on a carrément un dialogue dans la série où on évoque ça, où après avoir découvert donc la culpabilité de Leland et l'existence de Bob, les personnages sont non mais c'est pas possible, il était dans sa tête en fait, il l'a inventé. Et un autre qui dit tu trouves ça plus facile de penser qu'un père pourrait violer et tuer sa propre fille? Ah ouais, c'est vrai. Et on dirait presque un dialogue des scénaristes, et
on sait pas à quel point ils ont pas osé aller jusqu'au bout de ce qu'ils racontaient, ou si on leur a forcé la main, par la chaîne a pu leur dire non, faut quand même rajouter quelque chose. Mais toujours est-il qu'il y a une espèce de dissonance entre les thèmes de Twin Peaks et ce récit qui va finalement excuser le tueur. Or, ça va être complètement renversé par le film de 1992, Firewalk With Me. Donc, pour rappeler, avant tout, faut savoir que Twin Peaks, le grand récit de Twin Peaks, au-delà de l'enquête sur la mort de Laura, c'est les révélations du mal derrière une façade. C'est quelque chose que Lynch avait déjà fait, donc dans Blue Velvet. Pour ceux qui ont vu Blue Velvet, le premier plan, c'est, dans la première scène, on voit le gazon impeccable d'une banlieue américaine, et on va rentrer peu à peu dans ce gazon et voir des insectes qui grouillent à l'intérieur. Et Twin Peaks, c'est grosso modo la même chose à l'échelle d'une série. Donc, Twin Peaks a l'air d'être une ville idyllique, et en fait, qui va dévoiler c'est un monde sordide, qui est le revers de son décor bourgeois, avec de la prostitution adolescente, des drogues, de l'inceste, du coup. Un monde où on va voir des notables qui sont des prédateurs sexuels, donc c'est le cas, donc, par exemple, du père de Laura. Et là où dans la série, il fallait que le personnage donc de Dale Cooper, l'enquêteur, parvienne à voir derrière la façade affable de Leland Palmer l'esprit Bob, Laura, elle, en fait, donc qui est l'héroïne du film qui se déroule donc dans les derniers jours qui mènent à sa mort, et donc qui adopte son point de vue. Laura, elle, on va comprendre qu'en fait, elle a toujours su qu'elle était violée par Bob, et elle comprend dans le film que Bob est aussi son père. Et donc le film renverse tout ce qui va être la question de la culpabilité en montrant que Leland est aussi, on peut considérer qu'il est coupable aussi. Et comme Laura doit voir son père derrière Bob, même si c'est pour en mourir, Twin Peaks nous enjoint aussi à voir dans ce film-là où se cache le mal, et pour cela a finalement sacrifié la vision idéalisée qu'on peut avoir de Twin Peaks. Il nous montre que c'était finalement qu'une illusion, ou en tout cas une première impression, et il nous montrait la vérité de ce qu'a pu vivre Laura et de ce qui est le vrai visage de Twin Peaks. Le deuxième cas intéressant de possession intervient dans la 3e saison. Et donc, dans cette 3e saison, on a une nouvelle menace, une nouvelle entité qui est introduite qui s'appelle Judy, qui a été évoquée brièvement dans le film et qui est ensuite détaillée dans cette 3e saison qui s'appelle The Return. Et Judy, on va comprendre que c'est l'origine du mal dans Twin Peaks et aussi la mère de Bob. Et on va nous suggérer, alors je vais pas revenir, il y a tout un débat là-dessus, mais on suggère qu'en fait, elle aussi possède quelqu'un qu'on connaît dans la série, et ce quelqu'un, c'est la mère de Laura, Sarah Palmer. Et là, on peut se poser une question, pourquoi ? Genre, quel sens ça aurait par rapport au reste du discours de la série que Sarah Palmer soit elle aussi possédée. Et pour ça, il faut se pencher en fait sur la forme même de cette 3e saison et son ton très différent. Donc The Return change beaucoup au niveau formel et aussi beaucoup plus sombre que les 2 premières saisons de la série, ce qui a pu parfois décevoir aussi une partie du public qui attendait un retour au Twin Peaks qu'il connaissait. Et justement, la série joue de ça, c'est-à-dire que c'est délibérément quelque chose de très différent. Il va même y avoir des scènes qui font référence aux anciennes saisons de Twin Peaks, qui vont utiliser les anciennes musiques et qui te disent on pourrait peut-être, mais non, on va pas pouvoir vraiment revenir à Twin Peaks. Alors pourquoi ? En fait, quand on revient à Firewalk With Me, comme j'ai dit, c'est un film qui nous montre que ce qu'on comprenait de Twin Peaks n'était qu'une illusion. Et c'est même illustré par le plan d'ouverture de Firewalk With Me, qui est une télévision qui est brisée en morceaux. On nous dit ce que vous compreniez de Twin Peaks, on vient de le réduire en morceaux, c'était pas vrai. Or, comme on nous avait montré ça, la saison 3, elle pouvait pas revenir à la première représentation de Twin Peaks, c'était comme revenir d'une certaine manière sur un mensonge, revenir au style originel, c'était ignorer tout ce qui était arrivé et tout ce qui était l'histoire de Laura. Et c'est là qu'on peut raccorder les wagons avec le fait que ce soit Sarah Palmer qui était choisie comme hôte de la possession de Judy, puisque Sarah, en fait, on comprend aussi à travers le film, c'était quelqu'un qui savait ce qui se passait dans sa maison, qui savait que son mari violait sa fille, mais qui avait choisi d'ignorer délibérément ce qui se passait. C'était le choix d'ignorer la vérité. Et donc, en fait, dans Twin Peaks, le mal ultime, ça aurait été d'ignorer délibérément l'histoire de Laura, et donc de revenir au style originel des premières saisons en ignorant ce qui s'était passé dans Firewalk With Me. Et c'est pour ça que c'est Sarah qui est l'hôte de Judy, et que dans la dernière séquence de la série, justement, on va voir que c'est la capacité à se souvenir qui va permettre de vaincre ce personnage, cette entité maléfique qui est Judy. Donc voilà pourquoi Twin Peaks, pour moi, c'est un exemple intéressant d'utilisation donc de la possession, puisque chacune des possessions qu'elle met en scène est remise en cause à chacune de ses incarnations, et ces remises en cause sont aussi illustrées formellement à travers l'évolution du récit de la série. Voilà.
Bah, merci Briac pour cette avis. Je suis un peu bouleversé par ce que tu viens de nous raconter sur cette saison 3. Guillaume, tu n'as pas vu cette saison 3 si je ne m'abuse. Alors, je n'ai pas vu du tout Twin Peaks, mais j'ai une faculté incroyable qui est celle d'oublier très rapidement les ressorts scénaristiques de choses. Et donc, je regarderai Twin Peaks un jour et je suis sûr que ça ne me gâchera pas particulièrement l'expérience. De toute façon, tout ce que dit Briac au sujet de la série me donne un petit peu plus tous les jours envie de la regarder. Donc, voilà, ça me va très bien comme pacte. Et on l'a, Cyril l'avait dit tout à l'heure, mais une série ne repose pas sur des spoils, ça va pas vous gâcher la série. Effectivement, il y a des choses auxquelles vous allez pouvoir vous attendre puisque vous le savez déjà, mais voilà, en l'occurrence Twin Peaks, on a parlé de l'élan du meurtre, etc. Mais moi j'ai vécu exactement ça quand j'ai vu la série, de me dire ok, donc c'est lui qui a tué sa fille, mais là il reste quand même une saison, une bonne dizaine d'épisodes en plus. Qu'est-ce que cette série a encore à nous raconter? Et c'est déjà une immense qualité et qui en plus est complètement dans notre thème. Est-ce que la team court-métrage cette fois-ci a quelque chose à rajouter sur Twin Peaks? C'est vrai que c'est le terrain de jeu privilégié de notre ami Briac. On aurait du mal à s'y aventurer de notre côté. Moi, ce que j'aurais envie de dire simplement par rapport à la saison 3, c'est qu'il y a aussi un caractère un peu poignant, puisqu'il y a un grand nombre d'années qui nous distancie de la première production. Il y a quelque chose en plus de profondément nostalgique, parce que les personnages sont ou vieillissants ou sont morts, tout simplement parce que les acteurs sont morts, ils n'y figurent plus. Et il y a un rapport affectif très important qui se déclenche entre le spectateur et la série à partir du moment où il a accepté les codes et les principes narratifs très très spécifiques de l'ami David Lynch, qui est relativement obscur, je pense, à bien des égards. Voilà, je ne sais pas trop que dire de plus. C'est une série magnifique qui est absolument immanquable. Ça fait beaucoup d'immanquables ce soir, Steven. Label court-métrage. Ouais, mais Twin Peaks quand même, faut regarder. Bah c'est les fondements de beaucoup de séries qu'on regarde et beaucoup de séries qu'on a dû évoquer dans ces vidéos aujourd'hui, hein, donc évidemment c'était un immanquable, voilà, que nous n'avons pas manqué, du coup c'est parfait. Guillaume, tu vas achever ces petits tours de table des séries avec une série bien plus moderne, bien plus récente, Briac. C'est pas une attaque, pose ce frein. Toujours sur le thème de la possession, bien évidemment. De quelle série est-ce que tu veux nous parler? Ouais, j'avais envie de faire un petit pas de côté par rapport au thème de la possession démoniaque à proprement parler, puisque j'avais envie de vous parler de Sense8 et de Lovecraft Country, qui dans les deux cas manipulent, on va dire, la thématique de la possession, mais à des fins positives, ou en tout cas à travers un processus qui va permettre aux personnages de s'améliorer ou d'en apprendre plus sur eux-mêmes, et donc pas forcément de le subir, parce que c'est vrai que dans la série fantastique, on va dire, même celle très abordable, je pensais notamment à Charmed, où il y a plusieurs épisodes qui possèdent des exemples de possession où les héroïnes du coup soit effectivement deviennent tout d'un coup méchantes, ou alors deviennent tout d'un coup plus extraverties qu'elles ne le sont. On va dire c'est souvent des ressorts comme ça presque comiques, la possession, qui peut y avoir aussi dans ces séries un peu plus divertissantes, on va dire, et ça m'intéressait de voir si d'autres séries faisaient un usage différent de cette possession et pourquoi elles le faisaient en fait. Donc, Charmed. Oui, non, j'avais fini avec cette mini parenthèse. Donc on va commencer par Sense8, série créée par Lana Wachowski, entre autres, sur Netflix en 2015, avec 2 saisons plus un épisode spécial au compteur. Série un peu malmenée, malheureusement. Elle a fait partie un peu de ces séries Netflix qui ont montré un peu la créativité de la plateforme à ses débuts, et puis qui ont aussi, je pense, mis à rude épreuve la confiance que pouvait avoir Netflix envers ses créateurs, puisque le dernier épisode est clairement rushé par rapport à ce que Lana Wachowski voulait faire avec Sense8. Quoi qu'il en soit, Sense8, donc c'est une série qui met en scène 8 personnes, les fameux Sense8, qui se découvrent la capacité de communiquer ensemble à travers l'espace, pas le temps, mais l'espace, puisque ces 8 personnes sont dans
différents pays du monde, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, les États-Unis, et au-delà de pouvoir communiquer, ils peuvent partager leurs émotions et aussi leurs compétences. Et c'est une série qui, du coup, va voir des scènes où les personnages vont prendre possession les uns des autres au fur et à mesure de certains moments, de certaines situations où l'un ou l'autre va avoir besoin des compétences de l'un ou l'autre, qui de l'un va avoir besoin des compétences plutôt, on va dire, de combat à main nue, l'autre des compétences plutôt informatiques, biologiques, etc., etc. Et dans cette série, évidemment, on va avoir des antagonistes qui possèdent eux aussi cette capacité de pouvoir pénétrer comme ça à l'intérieur de la sphère privée émotionnelle des personnes, et toute la série va raconter un petit peu le combat finalement que va mener ce groupe de 8 personnes, ce cluster, c'est assez rigolo de voir que ce terme est utilisé, de 8 personnes pour se défaire de cette chasse à l'homme dont ils sont les victimes. Et ce qui est intéressant par rapport à Sense8, c'est que Lana Wachowski va évidemment utiliser cette notion de possession physique pour raconter tout un tas de choses sur les sujets qui lui sont chers, et ce qu'elle raconte en filigrane de manière d'ailleurs plus ou moins, enfin pas très cachée, hein, c'est comment aujourd'hui on peut se réapproprier notre corps, comment aujourd'hui on se définit aussi dans le genre, et on va poursuivre aussi du coup cette quête de ces personnages qui vont à travers les liens qui vont les unir, mais aussi à travers la force qui vont puiser dans ces possessions amicales, on va dire, comment ils vont puiser la force de s'assumer tel quel, puisque du coup on va avoir des personnages qui vont être des personnages homosexuels dans une industrie cinématographique dans laquelle il est difficile d'assumer, on va dire, des rôles virilistes, alors que à côté de ça on a une sexualité qui potentiellement pourrait être mal vue de cet univers. De l'autre côté, on va suivre une femme transgenre qui, là aussi, du coup, a fort à faire avec des parents qui ne la soutiennent pas dans cette transition. Et évidemment, Lana Wachowski elle-même a fait ce choix de la transition, et au-delà du coup de ce genre de la sexualité, elle va montrer grâce à cette notion de la réappropriation du corps que la notion de famille, la notion d'amitié, la notion de partage émotionnel va au-delà de toutes ces limites physiques quelque part, et va embarquer jusqu'au spectateur dans ce truc très sensuel, très émotionnel, encore une fois, très empathique de la relation qu'on peut avoir aux autres, et de la manière dont on perçoit le corps des uns et des autres, et de la manière dont on peut soi-même se réapproprier qui nous sommes vis-à-vis de la société dans laquelle on est. Donc voilà, premier exemple de cette possession qui n'est pas démoniaque justement, mais qui est plutôt positive, et dans la manière dont justement Lana Wachowski l'utilise. D'ailleurs, clairement, il y a aussi un discours dans le fait que les antagonistes de la série veulent à tout prix pénétrer dans les sphères de ce groupe de 8 personnes, et comment ils vont retourner, ces 8 personnes vont retourner en y perdant quelque chose, mais cette capacité-là pour justement aussi réaffirmer tout ça auprès de l'antagoniste, en lui-même l'enfermant dans la représentation quelque part qu'il a de lui-même vers la fin de la série. Donc voilà, il y a tout un discours qui est super intéressant. Et l'autre série que je voulais citer par rapport à ce cas un petit peu twisté de la possession, on va dire, c'était la série assez récente Lovecraft Country. Donc malheureusement 2 séries annulées dont je vais parler, produites diffusées sur HBO, série de Misha Green. Série qui va donc mettre en valeur un casting composé de noirs américains, qui va raconter l'histoire de ces personnages, autant du coup de la ségrégation aux États-Unis, qui va montrer tout le principe de Misha Green dans la série, issu d'un livre, mais ce qu'elle va vraiment vouloir faire dans cette série, c'est comment du coup la culture noire américaine peut se réapproprier
les mythes de la culture pop et les grandes figures, on va dire, du genre fantastique, du genre de la science-fiction, etc. Et il y a 2 épisodes en particulier, un dont je pourrais parler, mais finalement je pense que Hill House le fait beaucoup mieux, c'est l'épisode 3 qui va parler d'une maison hantée, mais avec le petit twist. Bon, c'est un épisode assez classique, on va dire, de maison hantée, où les personnages vont se rendre compte petit à petit que donc il se passe des phénomènes incroyables, enfin des phénomènes étranges, voire dangereux, qui fait que la maison se retourne contre eux, mais dont on va comprendre à la fin que les revenants qui hantent cette maison sont donc d'origine nord-américaine et qu'ils ont eux-mêmes ils sont décédés des suites de tortures ignobles que va leur avoir fait subir le propriétaire de la maison. Et le petit twist, c'est qu'à la fin, en fait, le personnage de Letty, qui est une des héroïnes de la série, va vraiment embrasser cette possession de la maison pour s'en faire une force et va, en comprenant quelque part l'héritage que lui lègue cette maison, cet héritage de souffrance, etc., va pouvoir triompher du vrai mal qui est à l'intérieur de la maison. Du coup, c'est assez intéressant de voir que finalement, la maison, elle est possédée, mais qu'elle n'est pas possédée par des entités... on va dire réellement maléfiques, mais qu'elle cache derrière l'histoire de la maison la réelle entité maléfique qu'il faut combattre. Mais ce dont je voulais parler par rapport à la possession était plutôt l'épisode 5, qui va d'ailleurs du coup recouper avec certains thèmes de court-métrage, puisque là c'est donc la sœur de Letty, Ruby, qui à un moment donné dans la série va faire un pacte avec un personnage qui s'appelle William. Décidément, les William sont toujours des personnages peut-être un petit peu bizarres, un petit peu maléfiques, un petit peu torturés, c'est étrange. Ruby donc va conclure un pacte avec un personnage dont on va comprendre aussi d'ailleurs qu'il est plus ou moins, en tout cas pas démoniaque, mais voilà, il y a quelque chose en rapport avec aussi toute cette frange là qui est intéressante, mais va conclure ce pacte pour pouvoir posséder ce qu'elle n'a pas, puisque elle va demander à pouvoir posséder le physique d'une femme blanche. Ruby est donc une femme nord-américaine et donc elle se heurte à la société de cette époque-là, à la ségrégation, et donc malheureusement, elle n'ose pas et elle ne peut pas postuler à certains postes d'un point de vue professionnel, et donc elle pense que en investissant les traits d'une femme blanche, elle va pouvoir comme ça bénéficier de tous les avantages que peut lui procurer ce statut dans la société des années 50-60. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce discours, c'est que au début, Ruby va être ravie en fait de cette position. Évidemment, du coup, ça va lui permettre d'avoir ce travail. En plus, ça va lui permettre d'avoir un rapport privilégié avec le directeur de cet endroit. Donc c'est une sorte de magasin qui un peu type Galerie Lafayette, on va dire, pour le franciser, mais dans lequel il y a beaucoup d'articles de cosmétiques, de mode, etc. Et elle va s'y faire une place, elle va se faire respecter pour ses capacités, puisqu'elle ne change pas de personnalité, donc c'est son savoir et ses capacités qu'elle va pouvoir mettre en avant à travers donc cette apparence blanche. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Misha Green, petit à petit, va montrer que le personnage de Ruby, au bout d'un moment, va comprendre qu'en faisant ça, en possédant ce visage-là, elle va petit à petit trahir qui elle est vraiment et se rendre compte que finalement le but qu'elle vise ne peut pas se faire à travers l'assimilation de la culture, on va dire majoritaire à cette époque-là, puisqu'en faisant ça, elle va trahir qui elle va se trahir elle-même, elle va trahir ses siens, elle va comprendre à l'issue de toute cette épreuve, hein, puisque à chaque fois, pour passer du statut de noire américaine au statut de blanche, on va dire, la série là fait office, montre des scènes très body horror avec une peau qui s'écorche, et c'est là où il y a toute la force de cette scène-là, c'est que elle va à la fin, même si au fur et à mesure des épisodes et vers la fin de la série, elle va l'utiliser comme un pouvoir entre guillemets, et je trouve qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est un petit peu dénaturé par rapport au propos de l'épisode 5, mais en tout cas dans l'épisode 5, il va y avoir une scène où elle va vraiment avoir un acte de délivrance de cette peau blanche en s'arrachant cette peau, en effectuant une vraie mue en fait, pour renaître quelque part. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans plein d'œuvres de fiction, mais ce personnage qui évidemment va passer plusieurs étapes pour renaître et pour assumer complètement qui elle est. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant comme possession qui n'était pas tant intellectuelle que physique,
même si ça la faisait mûrir aussi d'un point de vue évidemment psychologique, quoi, en tout cas éthique, morale, mais qu'on avait aussi un vrai rapport à la possession physique, à cette espèce de peau dont il fallait se débarrasser ou investir. Donc voilà 2 exemples que j'avais envie de mettre un petit peu sur la table de cette thématique de la possession, qui ne sont pas particulièrement diaboliques, quoique pour Lovecraft Country on pourrait en débattre, mais qui montrent aussi que ça peut amener à des sujets qui sont de l'ordre de la réhabilitation et la réaffirmation de qui on est dans la possession, quoi. Moi, je suis vraiment très intrigué par Lovecraft Country, là, surtout au regard de la thématique que tu as déployée là, dans cet épisode-là, sachant qu'en plus, c'est assez audacieux d'associer Lovecraft avec un casting quasi composé exclusivement d'acteurs afro-américains, quand on sait le rapport extrêmement complexe que Lovecraft avait notamment avec les étrangers et notamment avec les Noirs, qu'il décrivait dans certaines de ses correspondances comme des créatures primitives tout à fait hideuses, et qui lui avaient inspiré à l'occasion la fabrication de certains personnages monstrueux, quoi. Donc c'est assez... moi vraiment je suis très très intrigué de découvrir ça, le Lovecraft Country. Et le côté monstrueux est complètement présent dans la série. C'est vrai que là où c'est aussi lié à Twin Peaks, c'est la possession physique, comme vous l'avez dit, donc vos 2 exemples se rejoignent un petit peu là-dessus. Lovecraft Country va beaucoup plus loin, parce qu'il y a ça va même sur presque du body horror quelque part, parce que la série, vraiment, la peau tombe, enfin, et c'est quelque chose de très douloureux pour eux, et on voit les lambeaux qui tombent petit à petit, donc c'est très sanglant, également, comme scène, et c'est vrai que ça... Comment représenter, en fait, cette renaissance, comme tu l'as dit, je sais pas, c'est le mot que j'emploierais aussi, mais on voit complètement l'idée, effectivement. On va devoir rester sur du Twin Peaks, du Lovecraft Country, Haunting of Hill House. Voilà, on a plein de choses, et n'hésitez pas encore une fois à nous donner votre ressenti sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. Merci beaucoup pour on appelait ça confrontation, mais finalement voilà, on est tous d'accord pour dire que voilà, on aime les bonnes séries, et sur ces thèmes, évidemment, les thèmes court-métrages sont des thèmes qu'on affectionne énormément chez Spoilers, donc voilà, on ne pouvait que s'entendre, je pense. Voilà. Merci à toutes et à tous, et à bientôt. Merci CHP. Ciao. Merci. Salut. Bonus. Trax.